Hier soir avait lieu donc le Game 7 très attendu, Erwan, entre OKC et Denver. Vous savez, hein, c'est le Thunder qui s'est largement imposé dans ce match. Il y a de la frustration, évidemment. On va reparler du match. J'ai envie de commencer par ça. Avant d'aller dans la preview et donc dans ce qu'on imagine de la finale de conférence entre les Timberwolves et cette équipe du Thunder, Erwan, hier, on était très déçus du résultat, pas du résultat, mais de la physionomie de ce match-là. Oh, la boum ratée. Mon gars, c'est une boum ratée. T'arrives, t'es chaud. Ça fait 3 semaines que tout le monde te dit « Ah ouais, t'es invité, toi, chez Virginie. Ah ouais, grave, ça va être cool. » Et puis t'arrives, en fait, vous êtes 4. Il n'y a pas de tease. Il n'y a rien. Le DJ, il est nul à chier. Et au bout d'un moment, eh ben, finalement, cette soirée qui doit être folle, l'une de tes premières soirées de collégien, eh ben, en fait, la soirée, elle dure 3 quarts d'heure et tu rentres chez toi. J'ai eu cette sensation-là que j'ai vraiment connue quand j'étais au collège, pour le coup. Mais ça fait clairement, la fête a été gâchée, ratée, pour plusieurs raisons. Mais très vite, on sent que Denver n'a pas les armes. Et que pour gagner ce match-là à l'extérieur face à cette équipe d'OKC qui est arrivée en mode sauvageon, en fait, ça allait pas être possible. Alors après, il y a plein d'attitudes que j'ai trouvées très surprenantes du côté des Nuggets, du côté de l'arbitrage. Mais il n'empêche que finalement, sur la série, j'ai envie de me dire que peut-être c'est la meilleure équipe qui a gagné. Oui, il y a pas. C'est l'équipe la plus profonde, voilà, l'équipe la plus jeune, l'équipe qui a plus de peps. Voilà. On a surtout senti hier les Nuggets, franchement. Au bout du rouleau. Tu sais, quand on parle de l'adversité, des séries, etc., on sent bien une équipe qui monte en puissance à OKC, même si dans le basket, on en reparlera tout à l'heure, il y a des choses à dire. On voit une autre qui, après la série en 7 contre les Clippers, vous avez beaucoup lâché. Cette nouvelle série en 7 où Aaron Gordon joue le match, honnêtement, je sais même pas comment il fait pour jouer avec une pointe comme ça, où Jamal Murray passe à côté, mais on sent que c'est un down physique, mental. Il est pas du tout comme il est d'habitude. Il est pas du tout comme ça. J'espère donc c'est un down, tu vois, physique. Je sais pas si tous les autres, physique, hein. Moi, j'ai plus envie de dire que c'est mental. Hein. Oui, mais quelle que soit la raison, mais en tout cas, c'est une fatigue générale, tu vois, physique ou truc. Il a pas été capable de rentrer dans son match. Donc en général, c'est que t'as pas les ressources mentales ou physiques d'ailleurs. Je sais pas. C'est peut-être que ça. C'est les playoffs. Donc puis allons sur Jamal Murray. Moi, dès le début du match, je dis mais il marche. Il trottine. Il est pas en rythme. Il court pas. Il se cache même. C'est ça qui est pire. Il se cache quand Aaron Gordon monte un ballon et qu'il perd un ballon au milieu de terrain parce qu'il est sous pression de Lou Dort et que derrière c'est Christian Brown alors qu'il y a une énorme pression sur l'extérieur qui monte la balle et qui perd un ballon pour faire une passe dans le jeu direct à Jokic et que ça donne 2 fois 2 paniers faciles. Je me dis mais il est où l'autre pour monter la balle? C'est pas son métier de faire ça. Il s'est planqué. Et je sais pas, j'ai pas vu d'infos comme quoi il était malade, comme quoi il était blessé. Mais Jamal Murray, depuis les playoffs derniers, si on met les Jeux Olympiques au milieu, sa saison et ses playoffs, il y a quelques hauts et il y a beaucoup de très bas. Il y a beaucoup de très bas. Hier, pour moi, quand je vois que tu as un mec comme Aaron Gordon qui arrive à faire ce qu'il fait, il est héroïque, il met un 3 points ouvert, il va mettre des paniers, provoquer des fautes sur les drives. Au bout de 12 minutes, il a 9 rebonds pris et tu vois qu'il se gère. Et Doris Burke, elle le dit dans le commentaire, elle fait « Mais Aaron Gordon, on a l'impression que s'il sprint ou que s'il saute, ça va péter. Ça pète. Et on se souvient de OG Anunoby l'année dernière, dans le match 7 face aux Pacers, en demi-finale de conf, il fait 2 allers-retours. Pour le coup, il fait un vrai sprint. Merci, bonsoir, terminé. Donc, je sais pas, tu vois, quand je vois Jamal Murray, l'attitude, cette nonchalance, même sur certains close-out, sur la zone, sur des rotations, tout était à 2 à l'heure, pas dans le combat au rebond. Alors qu'ils souffraient, qu'il fallait y aller à 5. Ils sont cramés, quoi. Et que derrière, j'ai vu une équipe cramée, et que derrière, tu vois un mec comme Aaron Gordon qui arrive à faire ce qu'il peut, alors qu'il a 40%. Quand tu vois Christian Brown qui essaie de prendre des responsabilités. Moi, hier, vraiment, le match de Murray m'a contrarié. Je fais, ah ouais, t'es même pas là. Allez, t'es maladroit et tout. Il prend 6 tirs en première mi-temps. Mais en fait, pire qu'être mauvais, il s'est planqué. Enfin, on dit ça, mais regarde, tu vois, Jokic, tu sais combien de tirs il prend dans le 3e quart? Mais une frappe. Non, mais c'est pour te dire aussi, et bien sûr, on peut cibler, on parlera de Michael Porter Jr. très longuement un peu plus tard dans la soirée sur une autre vidéo, mais juste pour rester sur ce match, et ensuite on ira sur Casey sur l'arbitrage. Il était juste à court en fait de tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une équipe qui est plein badin et d'ailleurs c'est la fin du premier quart-temps. En fait, c'est la fin du premier quart-temps et le deuxième. Début du deuxième. Là, tu vois une équipe qui est surdominante, surpuissance, le rouleau compresseur et il ne retrouve pas de ressources. Mais t'as raison, on peut tirer sur les mecs un par un. Honnêtement, à part Jokic, Christian Brown et Aaron Gordon, on peut tous les flinguer. Bon. Voilà.
Et avec le recul, je me dis, mais d'aller chercher un match 7, c'est presque inespéré. Hein. Tu vois, c'est ce que je me suis dit dans le match. En même temps, on a eu toute la deuxième mi-temps pour réfléchir. Tactiquement aussi, au bout d'un moment, on a compris que sur Jokic, ils sont en surpression. On va essayer d'amener autre chose. C'est la zone surtout qui m'embêtait. Pour moi, la zone, autant de temps, sur autant de matchs. C'est une zonasse. En tout cas, c'est un aveu de faiblesse. C'est vraiment, on peut pas défendre sur vous. On l'a dit toute la série. Ouais, elle arrive très tôt, mais en plus, tu peux faire une zone un peu match-up. Là, on va attraper, là, on n'y va pas. Là, on fait des reprendre. Là, on les arrivés, hop, fixation des deux au devant, tir ouvert à 45. Et encore, heureusement que les autres sont parfois un peu gourmands et un peu impatients. Et ils prennent des tirs rapides parce que sinon, puis toujours pareil, la ligne de fond et tout. Enfin, leur zone, c'est vraiment un truc pour dire, bon, ben, ça, c'est le Titanic, quoi. Ça prend l'eau de partout. On met des casseroles pour pas couler, quoi. Donc, on parlera aussi de Westbrook tout à l'heure, bien sûr. Je vois dans les messages. Avec plaisir, mais on se garde les Nuggets. La question quand même dont on a beaucoup discuté dans tous nos groupes de basket, on l'a beaucoup vu aussi sur les réseaux sociaux, c'est donc la défense ultra permissive laissée par les arbitres, la défense n'importe quoi, l'arbitrage et les coups de sifflet ultra permissifs face à pour Jokic et sur la défense d'Alex Caruso. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette énorme défense, disons-le, d'OKC déjà? On aimera toujours, moi j'aimerais toujours les défenses dures, encore plus en play-off où on laisse jouer, au niveau des contacts du corps et tout, mais au bout d'un moment, quand il y a faute, il y a faute. D'accord? Quand un mec, à un moment donné, pendant 1, 2, 3, 4, 5 actions d'affilée, il a les deux mains sur toi, c'est faute. C'est pas être soft, c'est pas être truc, c'est faute. Alors, je vais même pas aller jusqu'à dire que ça change la physionomie du match. Ça, je pense que Denver aurait explosé quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que Denver va exploser plus tôt aussi parce que les arbitres ne leur donnent pas ces fameux coups de sifflet. Ce que fait Alex Caruso, qui est un joueur qu'on adore, qu'on a toujours mis en lumière par son gros cœur, par sa défense, par son esprit collectif, ce qui l'a amené justement à une équipe. Là, c'est ridicule hier. C'est ridicule si tu prends 3 fautes en 1 minute. Ça non, mais c'est ridicule l'arbitrage. Ah ouais, c'est l'arbitrage sur Caruso. Parce qu'à un moment donné, lui, il joue son va-tout. Moi, pour moi, il y a vraiment faute. Et je le dis, et je suis d'accord avec toi. Il y a un moment donné, quand il rentre, il y a faute à chaque action sur toutes les prises de position. Les bras. Et on adore ça, nous. Ouais. On adore la bataille. On aime qu'il passe devant à chaque fois. Que le mec à l'opposé, il arrive, soit Hartenstein ou Chet Holmgren, ils sentent bien les coups. Du coup, en fait, Jokic, donc triple MVP, superstar de la ligue, il peut plus jouer. Hier, tu dis un truc dans le groupe qu'on a avec Steph, et ça nous rappelait les finales des Spurs face à Miami, et on l'avait dit déjà à l'époque, c'est que il y a des coups de sifflet à la star, il y a des mecs qui n'ont jamais de coups de sifflet. Thiago Splitter n'avait jamais un coup de sifflet pour lui, il se faisait marbrer, tout ce que Léo Merasic, tout ça et tout. Ils avaient jamais de coup de sifflet, malgré des fautes qui étaient grotesques. Hier, Nikola Jokic se fait siffler comme ça. Et il y a pas que, alors il y a Caruso sur Jokic, mais début de deuxième mi-temps, Aaron Gordon prend une faute offensive il y a review, et derrière ils envoient même Shai, ils lui mettent. Ah oui, sur le coup de coude. Mais au bout il y a faute, il y a vraiment deux fautes comme ça. Il y a un mec qui a les deux mains au niveau quasiment des épaules. Il a sa tête au niveau de ta tête là. Dans un pic en plus un peu au bout d'un moment, donc évidemment que bouger. Alors là, on peut débattre des cylindres. Là, si t'es pas dans le cylindre, t'y es plus jamais. Mais surtout qu'il siffle faute sur Shai. Enfin, je veux dire, à la revue, t'as raison. En fait, évidemment que, et c'est ce qu'on t'apprend, c'est qu'au bout d'un moment, si tu veux pas prendre des coups au niveau du visage, parce qu'Aaron Gordon, il veut juste créer une séparation, parce qu'au bout d'un moment, l'autre est en surpression, il fait faute. Il a les deux mains sur l'avant-bras, et Aaron Gordon, en faisant ça, ben oui, effectivement, quand t'as ta tête là, t'es obligé de la prendre. Alors certains diront, oui, tu dois maîtriser ton corps. Là, pour moi, il y a rien. Et l'arbitre au visionnage, alors il peut rien faire d'autre, Aaron Gordon, à part mettre le ballon en touche. Il va prendre faute flagrante. J'ai trouvé les arbitres hors sujet. J'ai trouvé que ça a eu un vrai impact négatif sur la qualité du match. En plus, les Nuggets n'avaient pas les armes pour, mais honnêtement, ce qu'a fait Caruso sur Jokic, pour moi hier, ne pas le sanctionner autant, c'est ridicule. Mais ça me rappelle Florent Pietrus qui nous racontait la demi-finale de l'Euro 2013, le début de deuxième mi-temps sur Marc Gasol. Il y va à l'ancienne. Il y va à l'ancienne. Playground. Voilà. Hop, une fois, deux fois, ça siffle pas. Mais voilà. Et il l'a détruit toute la deuxième mi-temps. Ouais. Donc, tant mieux pour les Français de l'époque, mais hier, je trouve que Nikola Jokic, qui est un triple MVP, potentiellement un quadruple MVP, d'ailleurs, ça, on sait toujours pas. Donc, les mecs se sont affrontés. Faute de goût, une faute de goût terrible. Terrible. Donc, hier, j'ai eu un peu ça m'a fait mal au cœur de voir le meilleur joueur du monde être sifflé comme un joueur random. Un petit peu. Je vous vois dans le chat, là, tout le monde est en train de parler de l'arbitrage, alors, entre ceux qui sont d'accord avec nous, d'autres qui disent que ça fait partie du jeu. Non, justement, ça fait pas partie du jeu. Les contacts, les coups, les coups, le corps, tirer du la distance, on peut.
les no-call, là, oui. Là, hier, au bout d'un mois, moi, je vous invite faute à chaque fois. Moi, je vous invite tous hein, à jouer, même contre un mec qui est plus petit que vous, plus léger que vous, un mec qui a tout le temps deux bras comme ça sur vous, c'est du handball. C'est plus du basket. Mais alors, peut-être qu'ils aiment ça, hein, le handball. En tout cas, je vois d'autres commentaires qui disent nous, on aime quand ça laisse jouer. On est les premiers à se dire que c'est cool quand ça laisse jouer. Mais en revanche, quand tu fais faute à chaque action, ça change le game complètement. Déjà, la première personne pour qui ça change le match, c'est pour Alex Caruso. Parce que s'il prend 2 fautes en 3 minutes, hop, on le met sur le côté et on connaît son importance pour OKC, à quel point il est exceptionnel dans cette série. On a vu des gros plans au ralenti, enfin des gros plans sur Alex Caruso et la lutte qu'il avait avec Nikola Jokic. Bon, au bout d'un moment, tu es obligé de siffler faute. Tu peux. En plus, c'est des remontées, c'est loin du ballon. Encore une fois, moi, quand c'est le corps, quand c'est tu fais l'effort avec les pieds de passer devant, il y a des bumps, ok. Là, au bout d'un moment, t'as tes deux mains qui attrapent un mec. C'est impossible de jouer comme ça. Bon. Écoute, on va se projeter sur la preview entre Minnesota et OKC. Avant ça, vous le voyez sur le plateau ici même. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Ils nous soutiennent et on est à fond. Et donc, Erwan nous explique qu'est-ce que c'est Oli. Tiens. Chez First Team, ça faisait un moment qu'on cherchait une boisson à utiliser quand on fait du sport ou même au travail. Et on a découvert Oli. Fini les boissons bourrées de sucre et de taurine, puisque Oli, c'est une poudre à diluer dans l'eau, sans sucre ni arôme artificiel, déclinée en 3 gammes, énergie, iced tea et hydratation. En plus, elle permet un meilleur équilibre alimentaire, puisque la gamme iced tea, par exemple, ma préférée, on retrouve un meilleur ensemble de vitamines et d'antioxydants. Mais c'est toi qui choisis ton goût préféré parmi les saveurs fruitées comme Citrus Cobra, Peach Panther ou encore Raspberry Raptor. Et en bonus, on fait du bien à la planète. C'est plus de 90% de déchets de CO2 en moins grâce à son format en poudre. Un bon goût et une bonne conscience. Et allez, vu que t'as écouté jusqu'à là, on te propose 2 codes promo. First Team 5 qui t'offre 5 € de réduction sur tes premières commandes en cliquant sur le lien en description et le code First Team qui applique 10% de réduction sur toutes les commandes. Voilà, Erwan nous a expliqué. First Team 5, c'est tout de suite dans le chat pour, eh bien, si vous voulez vous en procurer, il y a 5 € de réduction. Et Erwan adore ça. Je me suis Il se fait des litres, le mec. Je me suis fait un énorme litron, 3 litres aujourd'hui. Parfait. Pour être en cadre. Je viens de recevoir un message de Thomas Laroukis. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Quand on parlait des fautes donc, sur Nikola Jokic, et en toute humilité, il m'a dit « Je vis ça tous les week-ends ». Bon, excuse-nous, hein, Petrovic. Hein. De quoi il parle, celui-là? Écoute, Thomas Laroukis, qui a quand même vécu son dernier match en carrière. Tout à fait. Potentiellement ce week-end. Avec Malakoff. Avec une défaite, voilà. On embrasse Thomas Laroukis, on embrasse Jonas aussi. Jonas. Ah, la famille, toujours. Notre Rasta sûr. Clairement, notre Rasta sûr qu'on adore. On va continuer donc cette petite vidéo et vous allez pouvoir nous appeler à partir de maintenant pour se projeter donc sur cette belle finale de conf. Erwan, il y a énormément de choses à dire. Déjà, c'est une finale surprise, hein. OKC Minnesota. Dans le bracket qu'on a fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient. Hein. Non, alors au vu de la saison régulière, OKC est à sa place. Parce que de toute façon, au vu de la saison qu'ils ont faite, ils sont prévus pour aller jusqu'au bout. Minnesota, quand on reprend l'été dernier, le transfert de Kat, où le financier prend le pas sur le sportif, que Julius Randle arrive avec beaucoup d'interrogations autour de ce garçon, et on se demande même s'il va rester. Et jusqu'à Noël, février, on pense même qu'il va partir. Eh ben, rien du tout. Donc, et puis ils arrivent en play-off au meilleur des moments, avec une vraie alchimie, avec des joueurs qui se révèlent, une dureté et une expérience aussi, parce qu'en que l'année dernière, ils ont été déjà en finale de conf. Donc non, ça va être intéressant. Je me demande à quel type de série on va avoir, parce qu'on a beau être à l'ouest, j'ai l'impression que ça va être une guerre de chantier. Disons que pour les 2 finales de conf, il n'y a aucun doute sur le fait que ça va jouer dur. Et quand je dis dur, c'est un euphémisme. Ça va se détruire. Je pense les 4 équipes là, elles sont dans un mindset d'abord jouer dur, d'abord défendre, et après on verra en attaque. Ouais. Donc ça va être quand même des duels assez exceptionnels. Va falloir mettre des grillages du coup autour du terrain là sur les matchs. Attention au match 19. Ouais. Ce serait incroyable. J'ai pas mal de questions à te poser, Erwan, sur beaucoup de choses entre ces 2 équipes. Bien sûr, il y a une équipe de OKC qui veut retrouver les finales NBA. Minnesota n'est jamais allé en finale. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des blagues qui m'insulte. Rien de grave. Rien de grave. Comme d'habitude, hein, ça se passe comme ça chez nous. Voilà. Première question, Erwan. Je te la pose. Je rappelle que ça commence mardi soir. C'est la première finale de conf et le mercredi, ce sera le New York Indiana Game 1 au Madison Square Garden pour $500 minimum la place. Première question, cher Erwan, que je te pose. Allez là. Qui va mettre le plus de coups? C'est une bonne question, mais on est sur un lignée de la question dont on vient de parler. Alors sans aller jusqu'à mettre des coups, mais déjà, je pense que l'arbitrage va avoir un vrai rôle.
On l'a vu ces deux équipes-là sur leur round de playoff, les deux premiers, envoyer du bois terrible. Là, vraiment, on vient de parler du match 7, où ça a été une guerre incroyable. On a vu Minnesota gagner souvent plus par les qualités physiques que par le basket proposé, même si le dernier match, face aux Warriors, ils ont fait leur meilleur match de basket, mais ils ont éteint les Warriors surtout par leur intensité physique. Il va y avoir des match-ups d'une dureté incroyable, que ce soit sur les lignes extérieures et sur les lignes intérieures, ça va être intéressant. Et puis, on a une pensée aussi pour Rudy, qui, là, pour la première fois de ses playoffs, va jouer contre une équipe où il y a des grands. Donc, il va certainement avoir un rôle un petit peu plus important dans ce combat des chefs. Alors, bien sûr, on est d'accord et on reviendra sur le rôle de Rudy. Avec ce qui s'est passé ces derniers jours, tout le monde en a beaucoup parlé de sa situation et donc on pourra en discuter un petit peu plus tard. Question volontairement... Allez, question en tout cas où il va falloir réfléchir un peu. Qui est le meilleur joueur de la série ? On peut imaginer que Shai Gilgeous-Alexander récupère son titre de MVP dans les prochains jours et célèbre devant son public à OKC. Je le redis quand même, mais si c'est Jokic, et Jokic se retrouve encore avec ses chevaux là-bas en Serbie pour récupérer son trophée, on l'aura tous bien les glandes. Donc on va souhaiter que ce soit SGA qu'il est pour pouvoir quand même avoir ce moment de célébration devant son public. Mais je te pose la question parce que Anthony Edwards est magnifique dans ses playoffs, même s'il y a eu des hauts et des bas, il est en train quand même de s'asseoir parmi les tout meilleurs joueurs de la ligue et surtout d'assumer ce statut qu'on lui prêtait. Et Shai, il est clairement dans ce wagon-là. C'est un peu la question de qui est la nouvelle superstar de la ligue et qui va prendre le pouvoir en gagnant cette série, voire en étant champion NBA. Hein. C'est très dur de répondre à ça. Moi, naturellement, comme ça, tu vois, j'aime bien sur des questions comme ça et après, on va élaguer, évidemment. J'ai envie de dire Anthony Edwards. Okay. Par l'expérience qu'il a de l'année dernière, d'avoir déjà fait une finale de conf. Je trouve que le leadership qu'il a eu, par moment, même quand il marquait pas beaucoup de points, par de la passe, par de la défense, être capable d'aller défendre sur les meilleurs joueurs en face, il m'a donné une impression visuelle un petit peu meilleure que celle de Shai, où OKC, pour moi, a été sur ses playoffs un peu plus une œuvre collective. Même si lui, il a toujours mis ses points, il est dans ses standards. Et il est très fort sur les 3 derniers matchs. Il est très fort. 35 encore hier, il n'y a pas de doute sur qui est le meilleur. Donc il finit, je crois, les 3 derniers matchs face à Denver, il a plus de 32 points par match à chaque fois. Mais je sais pas, j'ai comme ça envie de dire, et je suis curieux d'avoir l'avis du chat ou des gens qui nous appellent, j'ai envie de dire Anthony Edwards. Je te donne les stats en tout cas pour les deux. Anthony Edwards, tu veux commencer par lui. Il a joué donc 10 matchs dans ses playoffs 2024-2025. Il a 26,5 points. Il est à 8 rebonds, presque 6 passes décisives. Il a 44% au tir, 38% à 3 points. Donc 26, 8 et 6. Et chez Gilgeous-Alexander, il est à 29 points par match, un peu plus de 6 passes, autour des 6 rebonds, 48% au tir et 30% à 3 points. Autant dire que les stats sont similaires. Tu dirais quoi, toi ? Le fait qu'il y ait un MVP, quelque part, tu passes devant un peu naturellement. Tu vois, le fait que... Enfin, quand je dis MVP, parce que j'imagine que SGA le reçoive cette semaine. Dans mon imaginaire, si t'es MVP, un peu logiquement, t'es meilleur. Mais là où je te rejoins, c'est qu'Anthony Edwards, il a quand même cette qualité de jamais être le moins bon, quel que soit le duel que tu vas lui mettre en face. J'attends de voir un peu de régularité, mais pour l'un et pour l'autre. Hein. Là, c'est une série où tout le monde va les regarder un peu spécifiquement. Je dis pas que pour Shai face à Jokic, on le regardait pas, mais là, il y a des moments où ils vont être l'un face à l'autre. On peut imaginer des duels de top joueurs arrière. L'un sur l'autre. On peut surtout imaginer Anthony Edwards aller défendre sur... Mais Shai Gilgeous-Alexander, avec les switches et tout, il se retrouve quand même assez souvent, même si on sait que Ludor, mais Shai, il a des moments où il défend sur l'autre. Certes, sur des switches, mais ça sera pas... C'est pas la première ni la deuxième option. Ça, c'est alors qu'Anthony Edwards peut être la deuxième option défensive sur Shai. Absolument. Je suis d'accord. Donc, naturellement, je dirais quand même Shai Gilgeous-Alexander. Et tu parlais d'expérience. C'est des mecs quand même qui se retrouvent. Erwan, tu te souviens, on est à Manille. Match pour la 3e place, Canada, États-Unis, les deux sont sur le terrain déjà. Donc il y a aussi ces moments où on se pose la question de qui va réussir. Anthony Edwards avait été très bon, mais il avait perdu. On sait que Shai avec le Canada, il perd contre l'équipe de France. Ça reste un petit peu comme, je dis un petit peu, mais c'est une énorme blessure. On l'a vu sur Netflix. Anthony Edwards, c'est pas la même histoire, mais il est aussi à un moment de sa carrière où tout le monde a envie qu'il assume déjà un statut de peut-être que t'es le meilleur américain de NBA. Et je crois qu'il a ça en tête lui aussi de se frotter au meilleur contre les Lakers. S'il avait envie d'éteindre Doncic et LeBron, de les battre, il l'a fait. Il avait envie de sortir les Warriors de Steph Curry, Jimmy Butler. Alors oui, Steph Curry se blesse, mais je crois qu'il a ce truc-là. En tout cas, il le montre un peu plus. J'imagine que Shai, il a aussi, mais il est un peu plus discret.
Très bien. Première question, je regardais un peu les commentaires. Un peu discret. Dans ce qu'il dit, il le montre Oui, moins. c'est juste que je regardais autre chose, je te rassure. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Autre question, et pour rester dans ce truc-là de comparaison entre les deux effectifs, qui a le meilleur supporting cast? On a vu hier Jalen Williams être excellent, et en général, quand il est là, c'est un peu comme Klay Thompson avec les Warriors avant. Si lui, il est excellent, tu peux rien faire contre l'équipe. On va parler des grands aussi à l'intérieur, mais de l'autre côté, on voit un Julius Randle qui est exceptionnel. On se pose même la question s'il est en surchauffe. Du coup, en termes d'effectifs, d'après toi, qui a le meilleur en termes de profondeur, de qualité? J'ai envie de dire OKC là pour le coup. Ouais. J'ai envie de dire OKC pour la raison que tu viens d'évoquer, et puis pour un peu de profondeur aussi. J'ai l'impression qu'ils peuvent aller piocher un peu plus loin. Ils peuvent aller, tu vois, que ce soit les Aaron Wiggins, les Caruso qui sortent du banc. Donc je trouve que il y a pas mal de choses. Comme il s'appelle, comme il y a un Tomar là sur. Edwards. Cason Wallace. Donc j'ai l'impression quand même que la profondeur elle est plutôt côté OKC. Mais après, on sait qu'en playoff, de toute façon, tu n'as pas besoin de jouer à 10 non plus pour passer. Et cette équipe-là de Minnesota, avec notamment McDaniels qui peut jouer 57 minutes et il transpire même pas, on sait qu'ils ont des mecs assez jeunes, qui ont des cannes, qui ont du cœur. Donc je dirais quand même le supporting cast, j'irais quand même sur OKC, mais encore une fois, ça se joue à pas grand-chose. Ce qui va dans ton sens, c'est évidemment la saison régulière, il y a une équipe qui est meilleure que l'autre, sans aucun doute. Oui, clairement, puis donc, de loin. Oui, de toute façon, c'est la meilleure équipe de la NBA, donc je te rejoins complètement. Ensuite, on aura Nathan qui va nous appeler dans quelques instants pour discuter avec nous et nous donner son avis sur ces différentes séries. Parlons un peu de Julius Randle. Julius Randle, il fait partie des meilleurs joueurs des playoffs en termes de régularité, sa défense, son adresse, son leadership aussi quand Anthony Edwards fait des écarts à 3 points. Est-ce que face à l'adversité d'OKC, la défense, le côté physique, le nombre de défenseurs différents aussi qui peuvent installer, il va a priori commencer face à Chet ou face à Isaiah Hartenstein, à voir, j'imagine plutôt Chet. Comment tu imagines sa série à lui? Ça va être intéressant parce que Chet Holmgren est un défenseur correct, mais ça se passe dans les airs surtout. C'est le moins dur, le moins physique de par son corps. Donc ça va être intéressant ce match-up-là. Il n'empêche, il va y avoir beaucoup de switch, que s'il est dominant sur Chet physiquement, ils vont l'envoyer plus petit mais plus costaud. On pense évidemment à des mecs comme Lou Dort. On l'a dit, ça va être une guerre de tranchées. Et je veux voir comment Julius Randle, dans ce combat-là, dans cette guerre que ça va être, comment il va réagir. Est-ce qu'il va se servir de son physique de bœuf et de sa vitesse pour aller provoquer des fautes, aller beaucoup sur la ligne, ou est-ce qu'il va reculer? Sur tout ce qu'on a vu pendant ces playoffs-là, on l'a plutôt vu être agressif. Maintenant, là, il va arriver face à la meilleure défense de NBA, avec des gens qui physiquement vont pouvoir, que ça soit par la verticalité ou par être bien ancré au sol avec des mecs gaillards, il va avoir du répondant. Je veux voir comment il va gérer ces émotions-là. C'est un step de plus. Depuis le premier tour, il donne quand même beaucoup de signaux ultra positifs. Ça, c'est clair. On est en finale de conf. Oui. Tu es à une marche de découvrir tes premières finales NBA et quelque part de dire à tout le monde « Hey, vous m'avez cassé les couilles à New York, à juste titre, peu importe. Mais maintenant que je suis ce joueur-là, je veux voir comment il va gérer ses émotions. Pour l'instant, il est parfait là-dedans. Il est parfait et on sait comme est la NBA et tous les observateurs, s'il se rate, s'il retombe dans ses travers, voilà. Et voilà, ça c'est hop, on enlève la trappe et tu descends 10 étages en dessous. Donc c'est aussi la beauté de faire des émissions tous les jours, de regarder tous les matchs, c'est qu'on est tous prêts à sortir la guillotine sur un mec comme Julius Randle. Tu sais, dans le Thursday Show, on parlait beaucoup de l'adversité et de savoir ce qu'ont les mecs dans le ventre. OKC face à Denver nous a montré pour la première fois de ce cycle-là qu'ils étaient capables d'aller chercher au fond d'eux-mêmes les bons plays, les bonnes défenses et surtout élever son niveau dans les grands moments. C'est-à-dire un match 7, c'est un très grand moment. L'année dernière, Minnesota l'avait fait aussi, en gagnant aussi contre Denver. Cette année, le chemin a été beaucoup plus simple. Ils ont joué seulement 10 matchs. En même temps, c'est Timberwolves in 5 depuis ce début des playoffs. Est-ce qu'on donne pas un avantage au KC sur la série qu'ils viennent de vivre et l'adversité qu'ils ont rencontrée, là où Minnesota arrive avec beaucoup d'expérience, enfin beaucoup de confiance plutôt, mais pas encore, on sait pas ce qu'ils ont dans le ventre parce qu'ils n'ont jamais été dans les cordes. Ouais, mais ils ont déjà été en finale de conf, pas en fait, donc on peut raconter, tu sais comme c'est pour ça que ce métier est magnifique et que ça rend fou certains, si on peut raconter des histoires qui nous arrangent. Donc là, effectivement, sur la saison d'OKC, plus la dureté qu'ils ont eue notamment face aux Nuggets, de dire, oh, ils arrivent, ils ont déjà vécu des grands combats. En même temps, les autres, ils ont roulé sur les Lakers et aujourd'hui, on se dit, ouais, les Lakers, ils n'avaient pas les armes. Enfin, ils se sont simplifiés la tâche aussi et ils les ont vraiment éteints. Ils ont, il y a la blessure de Steph Curry qui change tout face aux Warriors, mais ils arrivent avec un vécu collectif de la saison dernière, qui est une finale de conf, qui n'est pas n'importe quoi. Ils arrivent avec le plein de confiance, de mecs aussi qui ont pu peut-être un peu plus se reposer. Et quand on voit une série en 7, comment finalement la fraîcheur physique joue, peut-être que l'avantage est sur Minnesota. Là-dessus, vraiment, je suis très partagé. Très partagé. Écoute, je t'invite
Erwan, à mettre ton casque, puisqu'on va accueillir Nathan, qui va pouvoir discuter avec nous, continuer sur sur ces petites questions, et surtout voir les cotes pour savoir qui est favori dans ces différents matchs, et aussi pour le titre. Est-ce que Nathan est avec nous ce soir via Discord? Salut Nathan. Et les gars, vous m'entendez bien? Ouais, salut impeccable. Nathan. Ça va? Ça et vous? Impeccable. Bon alors dis-nous tout. T'arrives, tu t'échauffes comment toi dans cette série là? Qu'est-ce que tu imagines? Moi, j'attends de voir pas mal de choses, plus côté OKC, j'ai envie de dire. À chaque fois qu'on a des équipes championnes, entre guillemets, on les voit passer différents types d'équipes pour pouvoir aller jusqu'au titre. Je trouve qu'avec Memphis, au premier tour, ils avaient une équipe qui était bien moins forte qu'eux. Ils avaient validé ça avec un sweep. À Denver, ils ont rencontré une équipe, je dirais, d'un niveau un petit peu équivalent. Et ils ont réussi, en s'améliorant tout au long de la série, notamment au niveau des money time, et aller chercher la victoire sur son match-up et donc à passer en finale de conférence. J'ai l'impression que là, face à Minnesota, ils vont avoir une équipe qu'ils n'ont pas encore croisée sur ce run de playoff. Avec une équipe un peu plus thug que ce qu'ils ont pu voir, avec une équipe qui va avoir du bagou, qui va beaucoup parler, qui va leur rentrer dedans. J'ai envie de voir comment cette équipe d'OKC qui a déroulé sur la saison régulière, qui a déroulé sur le premier tour, qui s'en est bien sorti face aux Nuggets, va être capable de répondre à ça. On a vu de l'autre côté une équipe qui a fait une très bonne saison régulière, qui n'a pas réussi à répondre à l'agressivité, c'était les Cavs face aux Pacers, et je veux voir ce que OKC va proposer face à Minnesota, et notamment Shai, parce que là je trouve que c'est l'équipe depuis le début du run de playoff, qui va pouvoir lui donner le plus de viande en défense, notamment avec McDaniels qui est un super défenseur, avec Alexander Walker qui est son cousin et donc qu'il connaît très bien, je pense. C'est vrai, donc moi, j'attends de voir beaucoup de choses de ce point de vue-là et je pense que ça va être super intéressant. Il y a un truc qui est complètement vrai dans ce que tu dis, c'est que pour ces deux équipes-là en finale de conf, ils n'ont affronté que des équipes qui étaient sous-dimensionnées en nombre et en puissance. Et là, ils vont se retrouver dans un duel de puissance, de viande et de défense. Et en ça, c'est exceptionnel. Ça va être une guerre nucléaire. Ah ouais, non, mais ça va être... Il y a que des athlètes sur le terrain, il n'y a pas un mec que tu peux planquer. Mais tu vois, même, tu disais tout à l'heure, Chet, c'est celui qui est plus à même de se faire bouger. Oui, Non, mais bon... parce que les autres sont des brutes épaisses. Mais je veux dire, ça reste un athlète extraordinaire. Oui. Hier, il met 2-3 alley-oops encore qui nous régale. Mais donc, tu vois, dans les questions qu'on peut se poser, c'est qui va gagner le duel de l'intensité. Et ça donnera peut-être un indice sur qui va passer. Nathan, dis-moi ce que t'en penses, et Thomas aussi, évidemment. J'ai presque envie de me dire que c'est pas sur le basket que cette série va basculer. Tu vois, Nathan, tu parlais de trucs et je trouve ça tellement intéressant ça va parler. Ils vont leur rentrer dedans. Ils vont se répondre. Ça va mettre des coups dans le sens basket. Donc, j'ai l'impression que finalement, c'est une série que je vois très serrée et qui pourrait se jouer sur la gestion des émotions, sur un choix tactique. Tu vois ce que je veux dire? Et que finalement, le basket, les deux vont être dans leur registre. Clairement, moi je suis d'accord, hein, ça va se jouer aussi dans la tête et ça fait une grande différence aussi sur le terrain. Quand on voit par exemple la série Pacers-Cavs, je pense pas qu'il y ait une telle différence de niveau entre les deux, mais parce que les Cavs étaient soft, ils n'ont pas su répondre et ça a fini en 4-1. Et ça va être la même chose sur cette finale de conférence, il va falloir être solide mentalement, être capable de ne pas non plus dépasser les limites au point de pénaliser son équipe, de prendre des techniques, de se faire éjecter. Donc va y avoir 50% de niveau de jeu. Et quand je dis niveau de jeu, je parle de tactique, de physique, d'intensité, mais il va aussi y avoir 50% de mental, d'être capable de rester focus, mais de répondre, d'avoir le bon niveau d'agressivité. C'est pour ça qu'on est en finale de conférence. Hein. C'est les 4 meilleures équipes de NBA, ça va être exceptionnel. D'après vous, qui est plus à même de faire les bons choix dans un money time? C'est une très bonne question. On a vu OKC progresser pendant sa série face aux Nuggets. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est des choses sur lesquelles je m'interrogeais. Et je me souviens d'un match qui gagne, certes, à Denver, mais où je vois Shai faire n'importe quoi sur 3 possessions d'affilée en disant « Mais où tu vas? Qu'est-ce que tu fais ?» Ce côté un petit peu forcé. Derrière les 3 matchs d'après, boum, il a rectifié. Enfin, les 2 matchs d'après, parce que le 3e, il n'y a pas de money time. Mais je trouve que cette équipe-là, de manière générale, ils ont rectifié ça. Et on sait que la gestion des money time, elle est primordiale dans une finale de conf. De l'autre côté, c'est une équipe qui, pour le coup, a un petit peu plus de bouteilles, collectivement parlant, qui l'année dernière était mené 3-2, était allé s'imposer en 7 en demi-finale de conf. Mais c'était fait ouvrir aussi en finale de conf. Mais c'était fait ouvrir aussi en finale de conf avec un match-up très compliqué pour eux qui s'appelait Luka Doncic. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui. C'est un match-up compliqué avec Shai, mais ça ne sera pas le même non plus. Ça ne sera pas les mêmes réponses défensives. Donc, ouais, c'est dur à dire, mais Après, il y a un mec aussi qu'on va attendre dans les Money Time côté Minnesota, c'est Anthony Edwards, qui cette année a été pointé du doigt
par rapport à tous ces échecs, ces pourcentages un peu dégueulasses. En saison régulière, ça s'est pas arrangé en playoff. Dans les fins de match. Et en playoff, donc Anthony Edwards, c'est un joueur complet, magnifique, la gueule, le wawa, la défense, le dribble, les shoots, les 3 points, les dunks, les highlights. Mais les daggers pour tuer des matchs et tout, pour l'instant, ça reste encore un point d'interrogation autour d'Anthony Edwards, voire même une inquiétude. Donc là aussi, c'est peut-être le meilleur moment pour lui de faire, de répondre à ces inquiétudes. Tu dis quoi, Jonathan, sur avantage de Money Time? Moi, je dirais plus avantage à OKC. Parce que avant la série contre les Nuggets, j'aurais dit qu'avec Edwards, Minnesota avait un petit avantage sur ce point-là. Mais ce qui fait peur avec OKC, c'est que je trouve c'est pas la même équipe entre le Game 1 face à Denver et la Game 7. En fait, ils ont bien progressé, et notamment au niveau des Money Time. Donc aujourd'hui, je leur donne un petit avantage à ce niveau-là. Après, je prends aussi en compte le fait que même si Edwards a eu de mauvais pourcentages tout au long de l'année sur ses clutch shots, comme on dit, il n'a pas non plus l'occasion de faire au second tour, notamment contre les Warriors, où c'était un petit peu plus large. Donc, après, mais je donne un petit avantage à OKC. Après, ça se tient parce qu'on a plus vu OKC dans cet exercice-là déjà sur les dernières semaines. Et Anthony Edwards, plus que rater des mauvais tirs, des tirs, c'est qu'il a pris des mauvais tirs. Il a pris des tirs de merde un petit peu sur des. Alors, tu me diras dans un Money Time et dans un. Après, ils sont jamais été vraiment inquiétés aussi, donc. Non, mais en saison régulière, quand c'est régulière, oui. Mais par contre, il a été très bon sur trouver le bon gars au bon moment. Et c'est un autre mec qui fait la décision, à l'image de Jalen Williams, qui met ce tir dont on se souviendra très longtemps dans le match 5. Oui, à 45. Dans le cas à 45, qui change un peu la série. Hein. C'est-à-dire que si Denver gagne ce match-là, on aurait pu imaginer que ça finisse en 6. Mais il est pas là, Denver, d'ailleurs. Bah oui, non mais exactement. Oui, absolument. Avec leur zone de merde, là. Avec leur zone à 2 balles, mais bon, bref, on en a déjà un petit peu discuté. On avance un peu et on va parler, je sais que tu préfères OKC, Nathan, mais j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de Rudy Gobert et du rôle de Rudy dans cette série, de l'impact qu'il pourrait avoir. Vous le savez tous, hein, bien sûr, il a galéré parfois dans ses playoffs. Il a fait aussi le match de sa vie dans le dernier match face aux Lakers. On a appris aussi, à cause de TMZ, hein, qui a mis ce titre terrible comme quoi Rudy avait jarté de sa maison sa femme enceinte, son gosse, etc. Donc tout ça a fait un tollé aux États-Unis. Bon, c'est évidemment pas si simple que ça et comme toujours, c'est faux surtout, même... quoi. Non mais il a vraiment broken. Ça, oui d'accord, ils sont séparés, mais voilà, il a jeté personne à la rue. C'était un titre minable, voilà. Disons-le, hein, avec TMZ, après le mec. Il y a se séparer et laisser femmes et enfants sur le trottoir. C'est bien que Rudy, jamais il ferait ça. Voilà, merci. Voilà. Donc la question qu'on se pose, avant de parler du jeu, Erwan, c'est dans quel état d'esprit il va aborder cette série qui est ultra importante, qui est peut-être maintenant, on peut le dire, la série la plus importante de sa vie, hein, puisqu'il a une nouvelle chance d'aller en finale NBA. Est-ce qu'il va réussir à passer outre tout ce qu'on peut encore lire? Tu me dirais, il a déjà traversé des moments difficiles médiatiquement ces dernières années. Ben ouais, c'est plus un genou. Rudy a cette histoire qui est sortie malheureusement dans la presse. Maintenant, il en a vécu d'autres. Je pense que j'espère qu'il va être. Ça a l'air d'être le cas, soutenu par ses coéquipiers. Je sens, tu vois, quand même qu'il y a une alchimie collective autour de lui qui est plutôt positive. Donc là, recevoir du soutien de tes coéquipiers dans des moments comme ça. Et puis voilà, ça fait longtemps qu'il est dans le game. C'est des histoires personnelles. C'est très dur d'imaginer comment lui va le vivre parce qu'il y a une rupture, certes, il y a des enfants. Donc ça alourdit forcément les choses. Nous, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de pouvoir jouer à 100%, et que les choses aillent dans le bon sens pour lui et sa famille. Voilà. Après, on aura des réponses dès le premier match de toute façon. Absolument. Alors parlons du jeu. Et Nathan, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce que tu imagines faire Rudy Gobert dans cette série. Ouais, moi je pense que ça va être une série où il sera un petit peu plus à son avantage que les séries d'avant. Dans les séries d'avant, il était souvent face à des intérieurs un petit peu sous-dimensionnés et c'est toujours compliqué pour les pivots un peu comme Rudy. On vient leur taper dans les mains dès qu'ils ont la balle, ils n'ont même pas le temps de lever les bras, que soit c'est faute, soit la balle est récupérée. Là, je trouve, et en tout cas, c'est ce qu'on a vu sur ces confrontations, par exemple, face à Holmgren, et même face à Hartenstein, je pense que ce sera un petit peu la même. C'est des pivots qui sont un petit peu plus faits pour son jeu à lui, où ça va être un petit peu moins rapide que, par exemple, face aux Lakers. Et je pense qu'il aura plus sa carte à jouer que sur les séries précédentes et c'est une très bonne chose. C'est dommage qu'évidemment il y ait des choses extra sportives, mais je pense pas que ça le gênera plus que ça. Il a l'air d'être solide, il est bien entouré. Il y a Mike Conley qui lui donne beaucoup d'amour depuis qu'il est arrivé à Minnesota. Donc dans le jeu, je pense que ça se passera beaucoup mieux que les deux précédents rounds. Bravo Nathan. Intervention exceptionnelle. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais n'hésite surtout pas à nous rappeler. Bravo. Tu nous as régalé. Merci Nathan de nous avoir appelé. Je vais prendre un deuxième auditeur pour parler de Minnesota, c'est pour ça. Mais vraiment du fond du cœur, merci à toi Nathan. Salut. T'es dans le basket un peu, Nathan?
Ouais, je joue de temps en temps. Attends, comment ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire, ça. Non, mais je joue dehors avec mes potes, quoi, rien de plus. Eh ben, bravo. Des belles analyses comme ça, J'ai bravo. l'impression que t'es un meilleur analyste que joueur de basket. C'est ça que t'es en train de nous dire? C'est clairement ça, ouais. T'es bon, t'es bon. Merci à toi. En tout cas, tu nous rappelles quand tu veux lundi prochain, si tu le souhaites, bien sûr. Merci à toi. Salut. On va Salut. enchaîner du coup, je le disais, avec un deuxième auditeur qui va parler avec nous de Rudy Gobert. C'est Hugo qui nous a appelé et qui va donc faire son entrée sur la grande scène, comme on dit, la scène de l'Olympia de chez First Team. Salut Hugo, est-ce que tu nous entends? Salut les gars, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Bravo Hugo. Tu prends le... Bah, c'est le principal. Eh ben bravo. Tu prends le wagon en route. On était en train de parler de Rudy Gobert et donc Erwan, tu vas pouvoir intervenir là-dessus. Comment tu imagines sa série face à Hartenstein, face à Chet Goldgrim, face à Jalen Williams, le grand Jalen Williams, la famille? Bah alors pour le coup, Jalen Williams, ça va être le plus chiant un peu parce qu'il est un petit peu, il peut être au large, même Chet Holmgren aussi. Mais c'est la première. On n'invente rien quand on sait que Rudy est beaucoup plus à l'aise quand il est face à des pivots de sa taille, de son gabarit, plutôt que face à du small ball, à de l'ultra small ball ou à des pivots fuyants. Là, avec Hartenstein, il va avoir en tout cas un match-up de début de match où il va avoir un vrai poste 5, alors qui est chiant à défendre, quoi qu'il arrive. Hein. C'est un très bon joueur, mais Rudy, on l'a vu avec l'équipe de France, on le voit aussi on l'a vu avec Utah, on le voit avec Minnesota depuis qu'il est là-bas. Bon, quand il y a un vrai pivot en face, c'est quand même là où Rudy arrive à avoir le plus d'impact des deux côtés du terrain. Voilà, parce que défensivement, des fois, on ne se rend pas toujours compte toutes les tirs déviés, les aides qu'il vient faire. Mais là, on aura quand même, on va voir dans le rebond, dans tout ça, il va être très, très important. Et je te dis, c'est la première fois de ces playoffs 2025 qu'il va trouver en face de lui un match-up d'un vrai pivot. Alors dis quoi Hugo alors? Ah bah, je suis complètement d'accord. Les deux match-ups qu'il a eu juste avant, notamment contre les Lakers, ça s'est vraiment vu. Et il a joué à peine 15 minutes par match. C'était du small ball pour small ball. Et puis t'allais pas mettre Jackson Hayes, surtout du côté des Lakers, parce que sans manquer de respect au grand Jackson Hayes, le niveau n'était pas là en tant que poste 5. Donc ils étaient obligés de jouer small ball. Donc Minnesota, ils ont dû s'ajuster. Gobert pouvait pas jouer plus de 15 minutes parce qu'il se faisait ouvrir en deux sur chacune des match-ups. Même s'il a très bien défendu quand même à l'extérieur sur des Austin Reeves ou des Luka Doncic. Bon, LeBron, c'est difficile à défendre, surtout pour un gabarit comme Gobert. Et puis après, contre Golden State, bon, il s'est plus farci Draymond Green, ou Draymond Green, il a joué plutôt à l'extérieur. Il a tenté pas mal de 3. Et je l'ai rarement vu autant tenter de 3. Donc c'était plus facile à jouer parce qu'avec des Butler, des Kuminga en jeu qui rentrent énormément ou qui vont se placer mi-distance, c'était plus facile de gagner des minutes. Donc je crois qu'il joue 22-23 minutes par match contre Golden State. Là, par contre, ça va être autre chose. On a connu Gobert contre les Clippers où des 5-out, ça lui faisait mal. Bon, il était presque injouable. L'année dernière, contre Doncic, où les Doncic, ils étaient en 5-out total et puis ils faisaient que du pick and roll, du pick and pop, ils se faisaient ouvrir en deux. Là, c'est une match-up où quand même, c'est énormément de drive, énormément de mi-distance, énormément d'alley-oop. Donc c'est vraiment une match-up où je pense que Gobert va être Factor X, comme t'as dit Erwan tout à l'heure. Donc moi, je l'attends énormément. Alors, Rémi nous dit, les foul trouble seront cruciales aussi pour Rudy avec les pénétrations de SGA, à voir comment l'arbitrage va gérer les choses. J'ai vu une autre question, Erwan, tu vas pouvoir répondre avant qu'on vous mette les petites cotes. Est-ce qu'OKC aurait pas tendance à jouer small ball face à une équipe comme Minnesota? Alors qu'ils ont 3 bons intérieurs, hein, mais est-ce que jouer small ball, c'est pas une solution face aux Minnesota Timberwolves? Ils commenceront pas comme ça, mais ils peuvent le faire. Ça a été l'une de leurs qualités cette année, c'est de pouvoir jouer grand. Holmgren, Hartenstein, c'est de pouvoir jouer petit aussi. Donc avec Jalen Williams en poste 5 carrément et Lou Dort en poste 4, on l'a vu. Et tu fous plutôt qu'en poste de 2 où là il joue 2. Lou Dort, c'est incroyable. Ouais, et tu fous Caruso et Aaron Wiggins par exemple dans les airs. Ouais, Caruso bien sûr. Ouais, voilà, donc on l'a vu, on l'a vu ça. Donc moi c'est pour ça que tactiquement ce match-up là il va être intéressant. Mais si pour moi OKC va jouer ce small ball là. On sait que, et j'espère que Chris Finch va faire ça, qui va être un peu plus inspiré que sur les finales de conf de l'année dernière, où Rudy avait été ciblé et qu'il n'avait pas du tout, il n'était pas du tout adapté. Là, pour moi, si tu décales Randle en poste 5 pour contrer le small ball d'OKC, OKC peut prendre peut prendre la grêle. Avec, tu vois, Randle qui peut défendre au large, jouer au large, driver, poster, il peut leur causer des problèmes. Donc, en fait, oui, on peut imaginer OKC et ils vont le faire, ils vont le tester. Mais par contre, je suis curieux de voir comment Chris Finch va réagir parce que pour moi, il a les armes pour répondre à ce small ball-là. Plutôt d'accord avec toi, Erwan. Là, rapidement, là, vous allez vous donner à qui l'avantage de l'intérieur?
Elle est dure cette question. Hein. Mais parce que encore une fois, je le dis à chaque fois avant toutes les séries, tant que le match n'a pas commencé, c'est difficile de voir qui va remporter, en tout cas les tendances du bras de fer. C'est très dur. Je vais aller sur OKC parce que je trouve que Chet Holmgren et Hartenstein sont très complémentaires. Okay. On l'a beaucoup vu en plus sur cette attaque de zone qu'il a été à leur avantage, où les deux, dans leur relation grand-grand, je les trouve vraiment très bons. Je trouve Chet Holmgren qui monte vraiment match après match, crescendo, on le voit faire ce qu'il faisait quand on l'a découvert en high school, du dribble et tout. Je sens il prend confiance beaucoup plus en son jeu. On rappelle qu'il a raté quasiment 3 mois cette saison. Chet Holmgren, là, j'ai l'impression que je retrouve le joueur qu'il était à 100%. Face à Randle, Gobert et Nasri. Voilà. Et pour lui, ça va être un vrai aussi combat physique parce que il va se retrouver face à Randle. Randle, c'est un bus. Hein. C'est un bus. Donc là aussi, sur les impacts physiques, on va voir, sur la vitesse. Il vient de jouer contre Aaron Gordon, qui est un autre truc. Il a défendu, on l'a vu aussi il a beaucoup sur Jokic, c'est d'autres profils. Hein. Moins, je dis ça, Jokic, il fait tout. Mais dans l'idée, c'est moins des fonceurs fou. Donc on alors, avantage à qui, vas-y. Ouais, je veux dire OKC quand même, parce que je trouve qu'il y a une complémentarité sur le jeu grand, il se cherche, il se trouve. Quand un est ligne de fond, l'autre va se montrer sur les pointillés. Quand l'autre est pointillé, l'autre va faire être ligne de fond. Je trouve qu'ils ont les deux. Alors après, il y a Williams aussi qui sort du banc, mais pour rester sur les titulaires, je vais aller sur OKC quand même, parce que je trouve qu'ils ont une complémentarité vraiment entre les deux. Et pourtant, Randle est le meilleur joueur de tous. Hein. Certes. Non, mais j'ai dit, et pourtant, oui. Ouais, mais certes, mais là, tu me dis le secteur intérieur. Bien sûr, tu m'as pas demandé quel était le meilleur intérieur. Tout à fait. Et tu dis quoi, toi, Hugo, rapidement, avant que je vous donne les petites cotes et qu'on fasse les pronos, surtout? Moi, je vais dire... dans le secteur intérieur, je vais le donner pour OKC. Erwan en a bien parlé. Plus versatile, plus complémentaire, peut-être plus dangereux, genre en termes défensifs, les deux. Parce que même Jalen Williams qui sort du banc, moi, il m'a pas impressionné, mais j'étais agréablement surpris du donne des très bonnes minutes. Ouais, des très bonnes minutes. Matché contre Jokic, j'étais genre, c'est quand même pas mal. Donc, après, Gobert n'est pas Jokic. Offensivement, il n'y aura pas besoin de autant de mettre une rotation de big en place. Par contre, pour le small ball, le seul problème, c'est que OKC, s'il commence à jouer small ball, pour choper les rebonds à Minnesota, qui sont des rebondeurs défensifs extraordinaires, même si j'aime bien le seul de Lou Dort, de Jalen Williams, bonne chance pour choper des secondes chances, quoi. Même Caruso peut le faire, mais... Donc moi, je dirais, niveau défensif, je donne le secteur intérieur au OKC, par contre, défensivement, à Minnesota, quoi. Ça va être cool de voir la bataille des rebonds à fin. Avec beaucoup de mecs agressifs, ça va être passionnant. Merci Hugo de nous avoir appelés. Bravo, bon son. Je vous en prie, bon live les gars, merci en tout cas. Bravo, tu m'as régalé. Salut Hugo. Bravo. Il y a Qatar qui nous dit Nasrid, gros facteur X de la finale de conf, tu m'étonnes. J'ai vu une autre question de Kobe Bryant à droite, je vais répondre en rapide. J'ai 2 questions. Est-ce que Conley va starter ? A priori, oui. Donc, si oui, ils le mettent sur qui en défense ? Parce que dans le 5 d'OKC, Conley, il peut défendre sur personne. Sur Caruso, ça irait peut-être. Mais sur Shea, il va se faire détruire le bon vieux Mike sur Lou Dort. Bah oui, c'est sur Lou Dort. Oui. Parce que Lou Dort en attaque, c'est quand même. Il faut qu'il shoot tout seul. Corner, décalage, bout de chaîne. Parfois, il fait des entrées main gauche un peu. Blabada, là. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe pour l'adversaire s'il fait ça. Donc, oui, moi, je pense que Mike Conley va aller sur Lou Dort. Mais oui, il va starter. Il faut qu'il soit bon. Parce que s'il est bon, leur niveau s'élève tellement. Edwards va s'attaquer sur Jalen Williams et que c'est McDaniels qui va s'envoyer Shai. Ça va être un super duel. Hein. Ça me paraît assez Shai McDaniels, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être une belle finale de conf, ça c'est sûr. Regardons les cotes, s'il te plaît, mon cher Tom. Regardez. Donc sur le match 1 qui commence mardi soir, OKC est largement favori à domicile. 1,31 et 3,40 pour Minnesota. Sachez que, regardez, hein, les gens qui parient là, 65%. Donc seulement 2 personnes sur 3 parient sur Oklahoma. Donc ça veut dire que certains sont dans la théorie d'une équipe qui arrive plat badin. Tu sais, match 7 pendant que l'autre se reposait. On a vu sur les demi-finales de conf que toutes les équipes qui arrivaient un peu fort ont réussi à récupérer l'avantage du terrain direct. Et la petite info aussi qu'on peut vous donner, c'est que Oklahoma maintenant, enfin, est toujours d'ailleurs, je dis maintenant, mais est toujours grand favori. Ils sont à 1,50. Les Knicks sont 2e, 5,50. Minnesota 3e, 6,50. Et Indiana, évidemment, toujours un peu low-key, est à 8. Sur Winamax, bien sûr. Et on peut me dire ce qu'on veut. Quand t'es OKC, quand t'es Minnesota, et que tu regardes ce qui se passe de l'autre côté du pays, et que tu vois que Boston a sauté, que Cleveland a sauté, tu te dis, mon gars, peut-être que là, en fait, celui qui sort, c'est celui qui va être champion. T'es d'accord avec ça ? Je vois 2 équipes un peu plus complètes que New York et Indiana, avec ou plus d'expérience ou plus de talent. Chacune des équipes a un truc en plus, je trouve. Maintenant, après, il y a quand même le momentum. Je pense que si c'est New York qui va en finale, jouer New York en finale, ça va être avec le supplément d'âme qu'ils ont. Ça marche pour tout, non ? Franchement, là, honnêtement, je vous le dis très honnêtement,
Le dernier carré, là, c'est peut-être le meilleur dernier carré qu'on puisse avoir. Alors, pas en termes de storytelling, de franchise historique. À part New York. Oui, si on peut appeler ça une franchise historique, bien sûr. Bah, New York est une franchise historique, ne t'en déplaise, Thomas Dufort. Heureusement que les 25 dernières années ne comptent pas, alors. On fait une preview de New York dans quelques instants, mais ce que je veux dire, c'est que chacune de ces 4 équipes arrive avec une puissance de confiance. D'habitude, il y a toujours, tu sais, un blessé et tout. Ils sont tous à fond. Tu parles de supplément d'âme, mais honnêtement, on peut pas dire que ni New York ni Indiana n'en ont pas. Alors moi, je vois des équipes, je vois même une vraie hiérarchie. Et je pense qu'OKC est largement favori au titre, plus que n'importe qui. Et d'ailleurs, les codes vont dans ce sens-là. Je pense vraiment que OKC a tout pour y aller cette année. Mais quel que soit le champion, les 2 séries pour aller au bout, on peut imaginer que ce soit 2 grandes séries. Je vais pas vous dire historique, genre de choses, mais en tout cas très disputées. Donc des séries qui vont au moins en 6 avec des retournements de situation. Et c'est exactement ce que je vois dans cette série. Je pense qu'OKC va gagner en 6 avec le Game 6 à Minnesota. À l'extérieur, ils vont se qualifier. Ok, interesting. Ouais. Moi, je vois un match en 7, je vois une guerre de tranchées folle. J'arrive pas à enterrer cette équipe de Minnesota qui est d'une dureté incroyable. Pour l'instant, Denver a réussi à répondre à l'intensité d'OKC, mais par à coup. Ils prennent 2 fois 2 branlées dans ces séries-là. Ça ne sera pas le cas de Minnesota. Minnesota est une équipe est une équipe qui, pour les battre sur le côté agressif, le côté je parle, le côté mental, j'ai envie de voir. Ils ont une expérience pour moi qui est supérieure à celle d'OKC. Donc tu dis Minnesota qui passe, toi? Je dis non, je dis OKC en 7. Ah, t'as dit OKC. Donc ça pour ça. Ben oui. Attends, tu te fous de ma gueule. Tu fais une ode aux Wolves, tout ça, pour me dire OKC en 7. Mais il se fiche de moi. Vous avez vu ce qu'il a fait, là? Mais t'es un malade, parce que toi, tu dis ils vont gagner à Minnesota en 6. Moi, je te dis qu'ils n'iront pas gagner à Minnesota en 6. Ça s'appelle un prono, oui. Peut-être que je vais me tromper, c'est pas grave. Match, ça va être une pièce en l'air. Non, mais là, t'es en train de me dire que ça va être très serré, ça va aller au bout. Moi, je pense quand même qu'il y a une équipe que je vois vraiment meilleure, qui est meilleure, et c'est OKC. Et ils m'ont tellement rassuré dans des moments clés. Donc, quand ils sont menés, le Game 4, puis reprendre l'avantage Game 5, se faire un peu peur sur un Game 6 et faire le match 7 qu'ils ont fait. Je l'ai dit tout à l'heure, Minnesota, je ne sais pas ce qu'ils ont dans le ventre. Ils ont été trop dominants. Alors tant mieux pour eux, hein, mais trop dominants dans leur série. Ils n'ont jamais été menés, ils n'ont jamais été mis dans les cordes. Et donc, je me demande, point d'interrogation sur leur niveau réel. J'ai tellement hâte de voir la première mi-temps de McDaniel sur Shai. Je veux vraiment voir ce mec-là qui a des cannes, qui est un tueur dans sa tête, qui a des longs segments, qui va aussi vite que Shai, qui va être en mission. Je veux voir comment ce mec-là peut limiter ou pas Shai Gilgeous-Alexander. Vraiment, ça, c'est pour moi, c'est le premier truc que je regardais sur les premières attaques. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a eu 4 matchs en saison régulière entre ces 2 équipes. Ça ne va pas vous aider parce qu'il y a eu 2 victoires pour chacune des 2 équipes. On garde tous en mémoire quand même le match du 25 février où le Thunder à domicile a complètement dominé de 25 points l'équipe des Wolves. Il n'y avait pas Rudy Gobert et que les Wolves ont fait un comeback extraordinaire avec une victoire fantastique en prolongation. Voilà, donc on reste un petit peu là-dessus et on va espérer que cette série aille aussi loin que ce 4e match de saison régulière. Vous avez absolument tous les tenants et les aboutissants, les gars. J'ai vu beaucoup de pronos. Bon, honnêtement, c'est super partagé. Sachez quand même que sur Twitter, pas du tout, sur Twitch, vous êtes à OKC 54%, et tout à l'heure j'ai vu passer sur YouTube. Sur YouTube, j'étais à 54% OKC. Donc très serré, mais voilà, comme toi, avantage OKC, c'est un match 7. Ça veut dire que ça va être une bête de série. J'espère. Et puis un vrai match 7 cette fois-ci. Avec un vrai match 7 de préférence, donc pas à 21h30, parce qu'apparemment, les joueurs NBA ne peuvent pas jouer à 21h30 en playoff. Mais qu'est-ce que c'est que ça, on met ça comme ça. Ils sont fous, ces mecs. Alors voilà, les sosies, je vous en parlais tout à l'heure. Ils sont cinglés, les mecs. Alors, voilà ce que vous nous envoyez, la communauté, voilà ce que vous nous envoyez. À gauche, le sosie de Thomas Dufort, donc mon sosie, dans les 12 coups de midi, c'était à midi aujourd'hui, donc Rof, Malgache et Thomas, donc moi. Et à droite, c'est notre ami Tom Servino, Erwan, qui peut-être ne présente pas aujourd'hui la libre antenne parce qu'il a choisi une autre voie, celle de la gendarmerie de Paris. Gendarmerie. Mais quand tu dis Rof, Malgache, parce que tu crois que Rolf, il est Malgache? Ben non, il est comorien. Ah, il est comorien, voilà, c'est pour ça. C'est comme si c'est un mix entre... Un mix, d'accord. Thomas Malgache. Non, Thomas Dufort. Rof. Et si on était malgache. Enfin, cette personne-là. Voilà, d'accord, ok. Comorien. Tu vas pas m'avoir sur... on sait très bien que c'est la première ville. Marseille, Rof, il vient pas du tout de Marseille, mais on adore. Ah non. Pas du tout, mais c'est bon. On embrasse tous mes amis comoriens, des petits cas de la rime notamment. Bien sûr, entre autres. J'ai beaucoup d'amis comoriens. Vincenzo, la famille. Voilà. On nous écoute souvent d'ailleurs, on l'embrasse très fort.
En tout cas, oui, absolument, on embrasse Vincenzo. Et bien sûr, Ousni M. Thomas, exactement. Voilà, on finit cette vidéo. Si tu nous regardes en replay, n'hésite pas à nous mettre ton prono surtout et à répondre aux questions auxquelles Erwan a répondu, et Nathan et Hugo aussi qui ont été excellents. On se dirige maintenant vers l'autre preview de la conférence Est entre Indiana et New York.